Spartacus est pour nous une véritable légende, un symbole de lutte contre l'esclavage, un exemple de combativité. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de cet homme et essayer de comprendre comment un esclave a pu être érigé au rang de héros. Spartacus est à la base un Thrace qui naît libre aux alentours de l'année 100 avant Jésus-Christ. À cette période, la Thrace est sous la domination de Rome, alors il y a de fortes chances que Spartacus ait rejoint les rangs de l'armée romaine en tant qu'auxiliaire. Cela lui aurait permis d'apprendre à se battre et de prendre connaissance des tactiques militaires mises en place par les Romains. On ne sait pas trop pourquoi, mais il déserte pour intégrer un groupe de rebelles ou de brigands. Mais il finit par être attrapé par l'armée romaine qui en fait un prisonnier de guerre. Bref, il se retrouve à être vendu comme esclave à un certain Cnaeus Lentulus Batiatus. Ce dernier est propriétaire d'une école de gladiateurs à Capoue. Il est important de savoir que la vie de Spartacus est plutôt méconnue avant la révolte. Il y a énormément de zones d'ombre, rien que son prénom pose problème. Certains pensent que Spartacus est un nom de scène de gladiateur, d'autres sources annoncent que Spartacus est son nom romanisé. Bref, rien n'est tout à fait sûr avant sa rébellion. On suppose qu'en tant que gladiateur, Spartacus aurait été un Thrace, ou plus précisément un Parmularios. Mais certaines sources viennent remettre en question ces suppositions. En fait, on ne sait même pas si Spartacus a réellement eu l'occasion de combattre dans l'arène. En 73 avant Jésus-Christ, Spartacus et environ 70 autres gladiateurs s'échappent sans harmonie vivre du Ludus. Au passage, ils ramassent des ustensiles de cuisine, des broches, avant de dévaliser un chariot rempli d'armes de gladiateurs. Ces armes leur permettent de défaire des groupes de miliciens qui sont envoyés les rattraper. Les gladiateurs finissent par s'échapper de la ville. Il faut que le groupe s'organise et dans cette optique, 3 chefs sont désignés, Spartacus et 2 Gaulois, Crixus et Eunomaüs. Les gladiateurs décident alors de rejoindre la baie de Naples pour s'installer sur le mont Vésuve. Sur le chemin, ils pillent des villages et des fermes pour s'approvisionner. Et plus le groupe avance, plus Spartacus fédère d'hommes autour de lui. Des esclaves, des travailleurs agricoles, des hommes libres rejoignent le groupe et tout ce beau monde atteint le Vésuve. De l'autre côté, le Sénat romain est alerté, mais les sénateurs ne se font pas trop de soucis, et il faut dire qu'ils ont d'autres problèmes à régler. La République romaine est en prise à une révolte en Espagne et doit faire face à des attaques en Asie mineure. La menace qu'est Spartacus n'est donc pas prise au sérieux, et on décide d'envoyer le légat romain Gaius Claudius Glaber avec 3000 auxiliaires. Il faut savoir que notre légat n'a quasiment pas d'expérience et que les hommes que l'on a mis sous ses ordres ne sont pas plus expérimentés. Bref, les légionnaires débarquent sur les pentes du Vésuve et il est décidé d'assiéger le camp que Spartacus avait érigé en haut du mont. Les Romains bloquent bêtement la seule voie connue. Le but est d'affamer et d'assoiffer le campement pour que les insurgés se rendent. Mais se rendre, ce n'est pas dans leur plan, et notre petit groupe trouve un moyen de descendre de l'autre côté en se faisant des cordes avec des plantes qui se trouvent sur le Vésuve. Gaius Claudius Glaber est alors pris à revers. Il n'avait même pas pris la peine de fortifier son campement, et il est vaincu. La petite épopée de Spartacus peut alors calmement reprendre. La bande gagne de plus en plus en nombre et les pillages sont fréquents. Dans le même temps, Spartacus crée une véritable armée. Il crée des systèmes de logistique, de renseignement et de transmission efficaces. Le groupe hétérogène est entraîné et motivé. Le manque de matériel est comblé par des équipements de fortune. Par exemple, des boucliers sont créés en osier et renforcés avec du cuir. Le Sénat rassemble à la hâte plus de 9000 hommes pour mater cette révolte qui prend de plus en plus d'ampleur. 2 préteurs sont mis à leur tête, Varinius Glaber et Publius Valerius. Spartacus décide de se replier en Lucanie, dans le but de recruter encore plus d'hommes, de se ravitailler et de se protéger des légions romaines. Mais des tensions se forment et Eunomaüs s'oppose à cette décision. On raconte qu'il se désolidarise de Spartacus avec 3000 hommes pour aller se confronter aux Romains, et le chef gaulois aurait été écrasé. Quelque temps après, les forces envoyées battre Spartacus sont battues. Après cette victoire, les hommes affluent pour rejoindre les rangs de Spartacus. Son armée compte approximativement 70 000 hommes. Quasiment tout le sud de l'Italie est alors vulnérable aux forces révoltées qui pillent de multiples villes. Et c'est seulement à ce stade que Rome prend réellement en compte la menace qu'est Spartacus. Le Sénat a peur de son armée grandissante, et les pillages répétés font craindre une pénurie. L'objectif de Spartacus est de remonter la péninsule italienne et de traverser les Alpes pour se mettre en sécurité. Mais Crixus ne l'entend pas de cette oreille et se brouille avec le chef de l'armée servile. Avec 30 000 hommes, il se sépare de Spartacus, mais cette portion de l'armée servile est décapitée près du mont Garganus par Lucius Gellius Publicola. Il ne reste alors plus que Spartacus entouré d'environ 50 000 hommes. Il décide de détruire l'armée de Cnaeus Lentulus Batiatus pour s'en prendre ensuite aux légions de Lucius Gellius Publicola. On raconte que Spartacus aurait organisé des combats à mort entre les prisonniers romains pour venger la mort de Crixus. Les 2 consuls défaits retournent à Rome et décident de s'allier pour en finir avec Spartacus. Mais leur deuxième tentative pour mettre à genoux l'armée servile est un échec. Plus Spartacus avance, et plus il amasse de victoires lors de batailles, plus les rangs de son armée grandissent.
À son apogée, le gladiateur révolté a sous ses ordres 120 000 hommes. Une fois arrivé devant la plaine du Pô, l'armée de Spartacus fait surprenamment demi-tour. Aucun des auteurs classiques ne s'accorde sur les raisons de son geste. Certains proposent que le groupe se voit barrer la route par des inondations du Pô. Quoi qu'il en soit, au début de l'année 71 avant Jésus-Christ, Spartacus se dirige vers le sud. Éreinté par la marche et les combats, la bande doit revoir ses plans, et pour ne rien arranger, un nouvel acteur rentre en jeu. Crassus, l'homme considéré comme le plus riche de Rome. Là, c'est autre chose. Il a du pouvoir. Il obtient 6 légions pour réduire à néant cette révolte qui a assez duré. Ce serait entre 36 et 50 000 soldats disciplinés qui sont sous ses ordres. C'est le début d'une traque. Spartacus fuit vers le sud, suivi de près par les Romains. Dans le même temps, Pompée, qui était occupé à mater la révolte en Espagne, retourne en Italie. Une fois au bout de l'Italie, Spartacus paye des pirates pour pouvoir s'échapper vers la Grèce, mais malheureusement pour lui, les pirates s'en vont avec l'argent, laissant Spartacus et ses hommes à leur triste sort. Crassus a largement eu le temps de les rattraper et érige un mur de 55 km de long pour bloquer Spartacus et ses hommes. Une nuit, par manque de visibilité, les insurgés réussissent à passer à travers les défenses, mais non sans quelques pertes. Environ 50 000 hommes se retrouvent alors de l'autre côté du mur et le Sénat panique. Pensant que Crassus s'est vu déborder, des renforts sont envoyés et Pompée lui-même est réquisitionné pour balayer cette armée rebelle. Encore environ 20 000 hommes se trouvent toujours piégés du mauvais côté du mur et sont rapidement écrasés par Crassus, qui veut à tout prix la gloire qu'il va gagner en brisant l'armée de Spartacus. C'est une sorte de querelle d'honneur qui anime Crassus. Il ne veut surtout pas que tous les honneurs de la victoire reviennent à Pompée. Spartacus se retrouve acculé en Italie. Des renforts débarquent en Apulie, alors que Crassus est en Calabre et que Pompée vient du nord. Finalement, le chef rebelle se résigne à se battre et se retourne contre Crassus. Il oppose ses 50 000 hommes aux 4 légions romaines qui n'en fait qu'une bouchée. C'est un véritable massacre et plus de 2 tiers de l'armée rebelle est tuée sur le champ de bataille. Spartacus lui-même meurt lors de la bataille. 6 000 des vaincus sont capturés, puis crucifiés le long de la Via Appia. C'est, disons, décoratif. Crassus aura réussi à battre Spartacus avant son rival en environ 6 mois. Spartacus, lui, est mort en homme libre. Cet homme est devenu un mythe qui s'est vu utilisé dans de multiples livres ou films. Il s'est vu endosser le rôle de défenseur des droits humains. Il est vu comme l'homme qui s'est soulevé pour la liberté. Sa figure a largement été reprise et il est cité par Voltaire, puis par Marx et enfin par Rosa Luxembourg, celle qui fonde la Ligue spartakiste. Voilà comment Spartacus est devenu un véritable symbole.